Et voilà, on est de retour à Simplement plein air et cette fois, on va parler de repérage, mais je vais laisser on va laisser notre chroniqueur, M. Roger Larivière, en parler plus amplement. Bonjour, M. Larivière. Oui, bonjour, M. Martin. Puis ce matin, aujourd'hui, vous voulez nous parler de repérage. Mais qu'est-ce qu'on va aller repérer, M. Larivière? Moi, je pense qu'à ce moment-ci de l'année, c'est très judicieux quand on se promène soit en motoneige, en raquette, en ski de fond ou bien en ski hot maintenant, qu'on regarde dans le bois. Puis je trouve que ça ajoute un but à nos sorties. Et moi, j'aime bien ça, sortir, puis en plus d'avoir regardé la nature, de me dire, je vais regarder pour me trouver du chaga. Oui, c'est sûr et certain que le fameux chaga, on sait que là, vous m'en avez appris une ce matin, je croyais connaître très bien le chaga, mais vous m'avez dit qu'il existe du faux chaga. Eh bien oui, d'abord, il y a beaucoup de gens qui vont poser la question sur Facebook. Est-ce que c'est du chaga? Est-ce que c'est du chaga? On voit ça quasiment tous les jours, surtout à ce temps-ci de l'année, parce que les gens ne font pas seulement du repérage, mais font des récoltes. Alors, toutes les fois qu'ils voient un champignon, peu importe sa nature, toutes les fois qu'ils voient un champignon sur un bouleau, qu'il soit blanc ou un bouleau jaune, ils pensent que c'est du chaga et ce n'est pas du chaga. C'est souvent un champignon qui appartient au même groupe, là, les fameux champignons tablettes ou les champignons qu'on appelle le groupe des polypores. Ils vont ressembler vraiment là, comme une espèce de grande tablette autour du tronc de l'arbre. Ou bien ce champignon-là ressemble à un sabot de cheval. Ce n'est pas du chaga. Ça, donc, il faut mettre ça de côté. Ce n'est pas le champignon qu'on recherche. Le champignon qu'on recherche, il est facile à repérer parce qu'il est noir sur un fond blanc, l'écorce. Oui, il est facile à repérer, mais comme vous nous avez dit, il faut faire un petit test pour voir si c'est du vrai chaga. Oui, c'est ça. Quand on l'a repéré, même de loin, puis c'est ça qui est avantageux de le cueillir en hiver, c'est que on est capable, parce que il n'y a plus d'arbustes, il n'y a plus de feuilles qui bloquent notre vision du chaga. Alors, quand on arrive à côté du champignon noir croûté, on appelle cette structure-là un chancre, on prend notre couteau puis on va gosser, excusez l'expression, sur cette croûte-là. Puis il faut que ce soit absolument de couleur cuivrée ou presque orangée et c'est marbré. Le faux chaga, et ça j'en ai déjà trouvé sur du bouleau, en dessous du chancre, la partie noire, c'est du bois, c'est dur et c'est jaune. Et quand on essaie de l'enlever, le chaga, c'est relativement facile à enlever du tronc de l'arbre. Ça, là, impossible. Parce que c'est un peu comme une loupe. Vous savez ce que c'est que des loupes sur des conifères? C'est des bosses de bois. Les gens utilisent ça beaucoup pour faire de la sculpture, des plats à salade, etc. Le chaga, le bouleau blanc, en a aussi de ces structures-là. Et c'est pas du chaga. Oui, puis une autre bonne question, une question qui est souvent posée, M. Larivière, est-ce qu'on trouve du chaga sur d'autres arbres que le bouleau? Dans d'autres pays, donc, ça existe du chaga sur d'autres arbres parce que là, moi, je vous dirais que j'étais surpris d'apprendre l'année passée qu'il y avait même du chaga
qui poussaient sur des arbres, pas tellement loin de Paris, et on est en France, là. Donc, ça peut pousser ailleurs dans le monde sur d'autres arbres que le bouleau blanc et le bouleau jaune. Mais nous, ici, c'est généralement ces deux arbres-là qui vont le porter. Et puis, dans le sud du Québec, ben, c'est surtout le bouleau jaune. Oui, le bouleau blanc, le bouleau jaune, mais il m'est déjà arrivé, moi. Est-ce que j'ai rêvé à ça? Non, je n'ai pas rêvé, mais un érable, pas un érable, mais un érable giguère, là, une plaine, là, comme on appelle. OK. Et puis, à un moment donné, je vois ça, puis c'était à côté justement, d'un bouleau blanc où il y avait justement du chaga. J'ai vu ça. J'ai dit, coudonc, c'est quoi ça? Ou sur un être. Je ne suis plus certain là, lequel des deux, ça fait bien des années. Ça m'est arrivé juste une fois. Mais est-ce que ça se peut, ça? Bon, de façon très, très, très exceptionnelle, le être, c'est sûrement le être dont vous parlez. On pourrait retrouver des chancres de chaga, mais je vous dirais que, en tout cas, moi, c'est bien sûr que, étant de l'Abitibi, nous n'avons pas de être ici, alors j'en ai jamais vu de ma vie. Moi, je l'ai toujours vu au Québec, puis j'en ai vu dans le sud du Québec, sur du bouleau jaune aussi. Mais comme je viens de dire, c'est très, très exceptionnel. C'est comme s'il y avait une histoire d'amour. C'est pas vraiment une histoire d'amour, là, parce que c'est de la haine, en fait. Parce qu'on sait très bien que quand les spores de champignons chaga entrent à l'intérieur du tronc de l'arbre, ben là, c'est pour le faire mourir. Oui, exactement. Et puis moi, wow, attendez un petit peu là. Oh. Oui, exactement. Et ce que vous dites, moi, je l'avais vu là, ici au Québec. C'est au Québec, c'était, si je ne me trompe pas, dans la région de Québec. En part ça, sur la rive sud, là, c'est la région de Lévis, Bellechasse, Ouais. que j'avais vu ça. C'est la première fois que je voyais ça. Il faudrait que je fouille un tout petit peu parce que j'ai trop pris des photos d'un peu de tout, là. Oui. Je l'ai quelque part, mais vous avez bien raison sur un être. Mais si je l'aurais récolté, est-ce que ça aurait pu être dangereux? Non, pas du tout, parce que, comme je viens de dire il y a quelques minutes, ailleurs dans le monde, le chaga ne se récolte pas sur le bouleau blanc ou le bouleau jaune, parce que dans ces pays-là, il n'y a pas ces deux espèces d'arbres-là. Il y a d'autres bouleaux, mais pas ces deux espèces-là. Et il y a d'autres espèces d'arbres. Puis je vous dirais que lorsque j'ai écrit mon livre Chaga en vrai, je suis passé au travers de plusieurs publications scientifiques et on dit bien qu'il y a à peu près une douzaine d'espèces d'arbres qui peuvent être porteurs du champignon chaga. Donc, on peut donc le retrouver sur d'autres espèces que le bouleau blanc et le bouleau jaune. Donc, il serait comestible comme tel. Ah, Je veux ben dire, oui. on peut le prendre comme tel. À ce moment-là, vu que ce n'est pas du bouleau blanc, du bouleau jaune, parce qu'on sait que le bouleau blanc, bouleau jaune, merisier, bouleau jaune, là, on sait très bien que le goût est un peu différent. Et on dit que le chaga qui vient du bouleau blanc est mieux que le chaga du bouleau jaune. Bouleau jaune est meilleur que le bouleau blanc. Est-ce qu'il y en a un qui serait supérieur qu'on ne sait pas? Bon, ça, c'est la fameuse question à 200 000 pièces. Je vous le dirais, et ça, je m'en rappelle en avoir discuté avec ma collaboratrice au livre, justement, qui est une biochimiste, chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et elle m'a dit, écoutez, même le chaga récolté sur deux bouleaux blancs qui sont voisins, on ne retrouve pas exactement les mêmes molécules dans l'un et dans l'autre. Et concernant votre question sur le bouleau blanc et le bouleau jaune, moi, je croyais que, étant donné que les bourgeons le bourgeon à feuilles du bouleau jaune ont un goût de paparman rose. Et pour ceux qui ont déjà goûté,
Ceux qui n'ont jamais goûté, ben, je vous invite. Vous allez voir que ça a un goût mentholé. Ben, je me disais peut-être que le chaga, quand on fait notre café au chaga, ben, il est déjà aromatisé à la Paparman. Et j'avais posé la question au propriétaire de la microbrasserie à Québec, Chapeau-les-Bois, qui fait de la bière au chaga, qui est donc un connaisseur de ce champignon-là. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de différence entre le chaga d'un bouleau blanc et d'un bouleau jaune, pas plus qu'il y a de différence entre des chagas de bouleaux qui proviennent de bouleaux voisins. Donc, à ce moment-là, les valeurs, si on veut, là, médicinales ou quelconque, seraient les mêmes? Ben, encore une fois, les molécules thérapeutiques de deux bouleaux voisins ne sont pas les mêmes. Puis, j'irais même plus loin que ça parce que j'avais des questions que je voulais élucider à cette époque-là quand j'écrivais le livre. Je vous dirais qu'un chaga qui est récolté, qui pousse sur la face nord d'un bouleau va avoir plus d'une substance chimique qui s'appelle la mélanine parce qu'il est exposé au soleil. La mélanine, là, c'est la partie noire à la surface de la croûte, là. Vous savez, les gens, ils enlèvent ça habituellement, ils vont gratter ça parce qu'ils pensent que c'est pas bon. C'est tout à fait le contraire. Alors que le bouleau, le chaga qui pousse sur le bouleau, la face sud, plus exposé au soleil, ben, il va se prémunir, évidemment. C'est une protection. Ça fait que vous voyez, encore une fois, que les chagas de bouleaux différents, leur propriété médicinale va dépendre aussi du système racinaire où se trouve le bouleau. S'il y a beaucoup de minéraux et d'eau, bien, vous allez avoir ces minéraux-là et l'eau qui vont être transformés en substances thérapeutiques par le champignon. Alors que si le bouleau pousse dans un endroit moins bien pourvu en eau, moins riche, ce qui arrive très souvent, ben, ce ne sera pas pareil. Puis, je voudrais vous dire aussi qu'on ne récolte pas de chaga sur des bouleaux qui poussent sur des pelouses qui ont été abondamment arrosées avec des pesticides parce qu'ils vont se retrouver forcément dans le chaga qu'on prend pour nous guérir. Oui, absolument. Donc, une autre question qui nous est posée aussi assez souvent, le gel. On nous dit que plus qu'il fait froid l'hiver, le chaga est meilleur. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est juste une légende urbaine encore là? Ça, écoutez, ça aussi, j'en ai discuté abondamment parce que j'ai eu des discussions assez orageuses avec un de mes amis ici tout près qui est un grand récolteur de chaga puis qui en vend. C'est l'hiver. Le chaga, c'est un champignon qui va stocker plus de substances lipidiques, donc du gras. Et regardez bien comment c'est le fun. Là, c'est un peu comme un ours. Durant l'hiver, pour évidemment empêcher le gel en profondeur, bien, il va y avoir des substances chimiques qui vont être là, déposées dans le chaga. Et ce qui est le fun à savoir, c'est que ces substances chimiques-là, c'est la bétuline et l'acide bétulinique. Et c'est justement les deux molécules les plus éprouvées et connues comme étant anticancers. Alors, quand le chaga est exposé au froid, au grand froid, ben, le chaga a stocké dans ses cellules ces molécules de gras-là. Puis, ben voilà, il est un peu mieux garni. Donc, plus il fait froid durant l'hiver, plus il y en a. Donc, ce n'est pas vraiment une légende urbaine et c'est vrai. Mais il y en a aussi de stocker durant l'été, mais en moindre quantité. Puis, il y a d'autres molécules, comme je disais tantôt, la substance noire là, qui protège le chaga des rayons ultraviolets, la mélanine.
Ben, durant l'été, il y en a plus de mélanine, alors que durant l'hiver, il y a un peu plus de bétuline et d'acide butyllinique. Alors, puis vous savez, là, quand on prend du chaga en copeaux, comme moi je fais, la première tasse qu'on boit avec la première infusion, ben, elle est foncée, elle est très goûteuse, elle est elle est très riche en molécules thérapeutiques, alors que si je prends une tasse de chaga avec la cinquième infusion, ben là, ça va être moins riche. Fait que vous voyez, là, moi, là, les gens me posent souvent la question, combien de tasses par jour, puis quelle est la durée de notre consommation de chaga? Ben, moi, je pense que d'abord, il faut tester notre corps pour savoir s'il va accepter le chaga, parce qu'il y en a qui sont allergiques, il y en a qui font des intolérances, c'est un champignon, il y en a qui ont des diarrhées sévères, c'est très rare, mais ça arrive. Puis quand on est capable de consommer le chaga, ben on le consomme comme il se présente dans notre cafetière, dans notre chaudron à chaga. Ce qui est important, c'est d'en consommer à tous les jours pour avoir les propriétés, parce que ça prend 2 semaines et demie à peu près avant de commencer à avoir les propriétés du chaga dans notre corps. Oui, puis c'est comme je le dis souvent, hein, un aliment naturel, un aliment de la forêt, une médecine naturelle, c'est pas comme prendre une pilule, une Tylenol pour le mal de tête qui va nous aider chimiquement avec notre mal de tête. Ça prend un peu de temps avant que notre corps finalement le prenne. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit, bah, je l'ai pris pendant 2-3 jours, ça n'a rien fait. C'est sûr. C'est sûr que ça n'a rien fait. Avec ça. Vous avez raison. Il faut être patient. Ah oui, mais c'est comme un peu comme on le voit aujourd'hui avec nos fameux vaccins. Hein? Les vaccins, ils nous disent, ah, ça va prendre 15 jours avant de commencer avant de vraiment vous protéger. Bien, pendant ces 15 jours-là, c'est la médecine qui travaille en nous, qui va... c'est ce qui arrive, puis c'est un peu ce qui se passe aussi avec le chaga. Hey, tout ça, c'est super intéressant, M. Larivière. Écoutez, on le sait que M. Larivière est auteur, conférencier. Donc, et vous pouvez aussi aller sur le site Internet de M. Larivière pour voir ses activités, son calendrier d'activités, parce qu'il se remplit assez vite, disons-le. Oui. Hein? On va sur naturat.ca, naturat.ca. Et nous, bien naturellement, chez Simplement Plein Air, on vous dit, écoutez, venez nous rejoindre sur YouTube. Profitez-en si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Il y a beaucoup de vidéos qui s'en viennent. Soyez des nôtres, soyez là. Et nous, on vous dit, écoutez, à la semaine prochaine avec M. Roger Larivière. Bonjour, M. Larivière. Vous passez une excellente semaine. À la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.